Décembre 1988. C'est l'hiver, il fait froid. Et sur le parking de l'hôpital Trousseau à Tours, 2 sacs poubelles intriguent. Ils sont lourds et une odeur bizarre s'en dégage. Cette odeur, c'est celle d'un cadavre habilement découpé. Mardi 13 décembre 1988, 2 agents d'entretien font leur ronde habituelle sur le parking de l'hôpital Trousseau à Tours. Il est 11h du matin quand ils remarquent 2 sacs poubelles bleus au milieu des sacs de l'hôpital, habituellement gris. Trouvant ça un peu étrange, les 2 agents s'approchent et commencent à percevoir une odeur. Intrigués, ils ouvrent les sacs et découvrent l'horreur. Des morceaux de corps humain. Choqués, les 2 agents alertent immédiatement le directeur de l'hôpital qui, à son tour, contacte la police. C'est l'inspecteur François Barbier qui se trouve chargé de l'affaire. Arrivé rapidement sur place, il fait la macabre constatation. Dans le premier sac, il trouve 2 bras et 2 bas de jambes, et dans le deuxième, un buste féminin. L'inspecteur se rend bien vite compte qu'il manque une tête, les cuisses et le bassin. La police commence alors son enquête. Dans un premier temps, il pense à une blague de mauvais goût. L'hôpital se trouve non loin de la faculté de médecine et peut-être que les étudiants se seraient amusés avec des cadavres de la morgue. Le directeur de l'hôpital est questionné à ce sujet, mais cette hypothèse est très vite écartée. La piste criminelle est donc privilégiée. Les enquêteurs recueillent alors les témoignages des propriétaires des véhicules stationnés à proximité de la découverte des sacs. Il est clair qu'ils ont été déposés entre 9h et 11h du matin, mais personne n'a vu qui était le responsable. Le lendemain, en fin d'après-midi, l'inspecteur Barbier reçoit un coup de téléphone. Un 3e sac vient d'être découvert, caché derrière un hangar dans un parking d'un centre commercial. Le sac est plus gros que les précédents, il regroupe à l'intérieur 3 sacs renfermant 2 cuisses et un bassin. Il ne fait aucun doute pour les enquêteurs que c'est le reste du corps retrouvé la veille. Seul problème, il n'y a toujours pas de tête. La police est donc à l'affût du moindre appel concernant un potentiel sac poubelle laissé à l'abandon. Du côté de la presse, la nouvelle se répand très vite et le crime fait la une du journal local. Pour que l'enquête puisse avancer, la police doit identifier le cadavre. Mais sans tête et sans éléments d'identification comme un bijou ou un tatouage, la tâche semble compliquée. Les médecins légistes vont alors examiner le corps et chercher des indices corporels qui pourraient permettre de trouver qui est la victime. D'après leur rapport, il s'agit d'une femme. Elle a été vidée de son sang car elle présente des coupures au poignet et son corps a été découpé post-mortem. Ils ne savent pas comment elle est morte, mais ils peuvent affirmer que sa mort est récente. Ils réussissent à prélever un maigre échantillon de sang dans lequel ils vont retrouver des traces de neuroleptiques et d'un autre médicament non identifié. Ils relèvent les empreintes de la victime, mais malheureusement, elles ne correspondent à aucune empreinte connue dans le fichier automatisé des empreintes digitales créé 1 an auparavant, en 1987. La seule particularité qui a été découverte sur le corps, c'est une mycose apparente par des taches au niveau du torse et du dos. Les enquêteurs vont alors tout miser sur ce petit détail qui pourra peut-être identifier la victime. Ils lancent donc un appel à témoins dans le journal local. Et 4 jours plus tard, la police reçoit un appel anonyme. Au bout du fil, une femme. Elle pense savoir qui est la victime dont parlent les journaux. Il s'agirait de François Gendron et elle vivrait dans le quartier de la Vallée Violette. La voix anonyme ne donne pas plus de détails et raccroche. Les enquêteurs font donc des recherches et réussissent à retrouver le domicile de la dite victime. Ils sonnent à la porte, personne ne répond. Ils font le tour du voisinage, personne n'a vu Françoise depuis plusieurs jours. La police décide alors d'appeler un serrurier et effectue une perquisition au domicile de la disparue. En ouvrant la porte, les enquêteurs découvrent un chat affamé et une cuisine en désordre. Plutôt étrange. La police scientifique, dépêchée sur place, relève des empreintes sur le combiné du téléphone et après vérification, les empreintes concordent avec celles du cadavre. 5 jours après la découverte des sacs, la femme coupée en morceaux a enfin une identité. Il s'agit bien de François Gendron. Lorsque les enquêteurs terminent leur perquisition, ils remarquent un jeune homme qui semble les observer au loin. Interpellé, l'homme s'appelle Yves et c'est le petit ami de la victime. Il raconte avoir vu Françoise pour la dernière fois le lundi 12 décembre, soit la veille de la découverte des sacs. Il explique avoir quitté le domicile de Françoise vers 8h du matin pour se rendre à son travail. Il devait la retrouver le soir même, mais quand il est rentré, elle n'était pas là.
Pas trop inquiet, il avait préparé le repas et s'était installé devant la télévision en attendant son retour. Vers 20h, il reçoit un coup de téléphone un peu étrange. Au bout du fil, une voix de femme qui lui annonce de manière sèche que Françoise est partie à Fromentine, en Vendée, pour 8 jours. Yves explique qu'elle avait des amis là-bas et qu'elle allait parfois leur rendre visite. La police se demande alors pourquoi la cuisine était en désordre si Françoise n'était pas rentrée depuis. Yves avoue que ça l'a mis un peu en colère qu'elle soit partie, car d'habitude elle le prévenait à l'avance. Alors comme il est assez impulsif, il s'est défoulé en renversant un plateau avant de quitter les lieux et de rentrer chez lui. Après vérification de ses déclarations, le petit ami de Françoise est écarté de la liste des suspects. L'homme n'a aucun mobile, son témoignage est crédible et il avait l'air profondément attristé à l'annonce de sa mort. Les enquêteurs s'intéressent à la vie de la victime. Françoise avait 38 ans, elle était au chômage et elle vivait seule depuis que son fils était parti faire le service militaire. C'était une femme qui fréquentait le monde de la nuit, elle sortait beaucoup, elle faisait la fermeture des boîtes et elle avait pas mal d'amis. Elle était décrite comme enjouée, bavarde, mais surtout fêtarde. Les policiers vont donc s'intéresser à son entourage. Ils recueillent dans un premier temps le témoignage d'un certain Christian. C'est un ami de la victime, il devait faire des travaux de tapisserie chez elle. Il raconte que le lundi 12 décembre, vers 10h du matin, il est passé chez Françoise pour déposer du papier peint. Quand il a sonné à la porte, une femme qu'il ne connaissait pas lui a ouvert. Elle lui a dit que Françoise était dans le bain. Il a alors patienté jusqu'à ce qu'elle en sorte, puis lorsque Françoise a pointé le bout de son nez, il insiste sur le fait qu'elle était toute paniquée. Elle lui aurait expliqué qu'elle venait de passer à 2 doigts de la mort, qu'elle avait failli se faire électrocuter car son amie avait malencontreusement fait tomber le sèche-cheveux. Christian ajoute qu'elle était soulagée, mais pas vraiment terrorisée. Son témoignage est convaincant, d'autant plus que le fameux sèche-cheveux est retrouvé avec le fil dénudé chez la victime. Les enquêteurs tiennent alors une piste solide. Ils doivent maintenant retrouver la femme qui aurait potentiellement essayé d'électrocuter Françoise. Ils vont alors interroger une de ses amies qui va les mettre sur la piste d'une femme. Elle s'appellerait Sylvie Reviriego et selon ce même témoignage, elle serait à l'origine du meurtre. Les enquêteurs commencent donc à s'intéresser à cette femme quand soudain, ils reçoivent un appel anonyme. Au bout du fil, une femme complètement affolée. Oui, je vous appelle pour le meurtre de François Gendron. Une amie à elle s'appelle Sylvie Reviriego et elle m'a dit une chose horrible. Elle m'a avoué qu'elle connaissait les coupables. Sylvie lui aurait dit que les coupables n'étaient autres que Michel et Luc, 2 amis avec qui Françoise faisait toutes ses sorties nocturnes. Les 2 hommes avaient pour habitude de faire la fête et surtout de payer l'addition. Luc était l'amant de cette Sylvie et c'est pourquoi elle était au courant de ce qu'ils allaient faire. Sylvie aurait expliqué que leur groupe s'était fâché car Françoise menaçait les garçons de les dénoncer pour les histoires de drogue et de voitures volées. Elle affirme que Françoise s'était foutue dans un sale pétrin et qu'il fallait absolument qu'elle parte car les 2 hommes avaient pour projet de l'éliminer. Toujours d'après la voix anonyme, Sylvie était obsédée par l'assassinat de Françoise, à tel point qu'elle lui aurait donné le mode opératoire pour la faire disparaître. Il faut la droguer, la saigner et puis on jette un sèche-cheveux dans son bain et c'est réglé. Il faut évidemment lui couper la tête pour qu'elle ne soit pas identifiable. Et les dents, surtout pas oublier les dents. Lorsque la voix anonyme finit son récit, elle avoue d'abord avoir cru à une farce. Mais après avoir découvert la mort de Françoise dans les journaux, elle a eu un doute qu'il ne l'a plus quitté quand sa propre fille lui a dit avoir vu des dents dans la cuvette des toilettes de Sylvie. La police tient donc 3 suspects. 3 suspects qu'il faut immédiatement arrêter. 8 jours après le meurtre, Luc et Michel sont les premiers interpellés. Ce sont 2 entrepreneurs, ils n'ont pas l'air d'être des voyous, mais au vu de leur réaction lors de leur arrestation, ils ont peut-être des choses à se reprocher. Et cette intuition ne va pas quitter les policiers, notamment lorsque Luc nie connaître Sylvie, dont il serait l'amant d'après la source anonyme. Lorsque les 2 suspects découvrent les raisons de leur arrestation, ils tombent des nues. Ils n'ont jamais eu de problème avec Françoise. Au contraire, c'était une bonne amie avec qui ils faisaient la fête. La police finit donc par les relâcher, ils ont un alibi, ils n'ont pas la carrure ni le profil pour commettre ce genre de crime, et puis cette histoire de drogue et de voiture volée ne tient absolument pas debout. Les soupçons vont donc se tourner vers celle qui avait l'air obsédée par la mort de Françoise. Les enquêteurs se rendent immédiatement chez Sylvie Reviriego afin de procéder à une perquisition. Lorsque la porte s'ouvre, les policiers découvrent une femme, blonde, avec un air hautain et un regard froid. Elle paraît surprise, mais en même temps, pas vraiment. Elle ne s'oppose pas à la perquisition et laisse la police pénétrer dans son appartement. Les enquêteurs commencent par la salle de bain. Derrière la porte, ils trouvent une blouse blanche accrochée à un porte-manteau. En fouillant les poches,
ils mettent la main sur un porte-monnaie dans lequel ils découvrent 2 couronnes dentaires en or. Immédiatement interrogée, Sylvie dit simplement que ce sont des choses qu'elle a trouvées après le passage des ouvriers et qu'elle les a simplement rangées là. La police continue l'inspection et s'attarde sur la trappe qui permet d'accéder à la baignoire. Ils découvrent, au milieu d'un tas de poussière, un pot avec à l'intérieur plusieurs bijoux, dont un qui va particulièrement attirer l'attention. Il s'agit d'une chaîne avec un corps humain articulé en pendentif. D'après des témoignages, il semblerait que ces petites trouvailles appartiennent en réalité à François Gendron. À nouveau questionnée, Sylvie ne comprend pas pourquoi ces choses se trouvent là. Continuant la perquisition, les enquêteurs font la découverte de taches brunâtres sur les tuyaux d'évacuation du lavabo. Et en soulevant les dalles en plastique au pied de la baignoire, ils font apparaître d'autres petites taches comme si un liquide brun avait coulé par là. Les enquêteurs sentent qu'ils sont proches du but, qu'ils tiennent sans doute la coupable. Ils saisissent tout et placent Sylvie Reviriego en garde à vue. Longuement interrogée, Sylvie raconte que le crime a eu lieu chez elle, mais ce n'est pas elle qui l'a commis. Elle a juste eu un rôle, celui d'attirer Françoise chez elle et de la droguer. Elle raconte qu'elle a laissé les clés de son appartement dans la boîte aux lettres afin que Michel et Luc puissent pénétrer dans son domicile et fassent ce qu'ils avaient à faire. Mais les policiers ne sont pas dupes. Ils savent que les 2 hommes ont un alibi solide. Sylvie module sa version jusqu'à finalement avouer « Oui, c'est moi qui l'ai tué ». Sylvie se lance alors dans un long récit où elle va raconter pendant 3 heures, spontanément, d'un calme olympien et dans les moindres détails, le meurtre de François Gendron. Elle commence par dire qu'elle était obsédée par l'idée que Françoise disparaisse. Elle était excédée par sa meilleure amie, elle en pouvait plus et elle devait l'éliminer. Lundi 12 décembre, Sylvie se rend chez son amie dans le but ultime de la tuer. Quand il a sonné à la porte, une femme qu'il ne connaissait pas lui a ouvert. Sylvie raconte que cette visite a un peu bousculé ses plans et par conséquent, elle a décidé de quitter les lieux et d'inviter Françoise chez elle afin de finir le travail. Pour être sûre qu'elle dise oui, Sylvie, qui est une ancienne couturière, insiste sur le fait qu'elle voudrait que Françoise essaye un buste qu'elle lui avait confectionné. Les 2 amies se rendent donc chez Sylvie et malheureusement pour Françoise, le piège se referme sur elle. Une fois arrivée dans l'appartement du crime, Sylvie propose un thé un peu spécial à Françoise. Elle y a glissé des comprimés de Lexomil, un anxiolytique préconisé dans le traitement de l'anxiété. Le cocktail fait très vite effet, et Françoise commence à se sentir plutôt mal. On est en fin de matinée, et les enfants de Sylvie ne tardent pas à rentrer de l'école pour le repas du midi. Alors pour ne pas qu'ils découvrent la pauvre Françoise complètement shootée, Sylvie la couche dans son lit. Elle rassure ses enfants en leur disant « Ne vous en faites pas, elle a juste bu un coup de trop ». La petite famille déjeune tranquillement, puis les adolescents finissent par repartir en cours. C'est à ce moment-là que le destin de Françoise bascule dans l'horreur. Sylvie lui donne une nouvelle tasse de thé médicamenté avant de la traîner jusque dans la salle de bain. Elle explique qu'elle a doucement plongé la tête de son amie sous l'eau et l'a maintenue jusqu'à ce qu'elle se noie. Françoise était tellement shootée qu'elle ne se débattait même pas. Pour être sûre de sa mort, Sylvie s'empare d'un scalpel qu'elle avait préalablement volé à l'hôpital où elle travaillait comme aide-soignante et lui sectionne les veines. Puis elle laisse le corps de Françoise se vider de son sang avant de faire couler l'eau de la baignoire. Maintenant que son amie est morte, elle doit se débarrasser du corps. Sylvie raconte qu'elle a essayé de découper le cadavre à l'aide du scalpel, mais que la tâche était compliquée. Elle a alors enveloppé Françoise dans une couverture afin de pouvoir tirer son corps jusqu'au balcon de sa chambre. Personne ne remarquera le cadavre car le balcon en bois est protégé de la vue extérieure. Sylvie essaie de masquer la scène de crime en la nettoyant de fond en comble avant l'arrivée de ses enfants. Elle pense même à appeler Yves, le compagnon de Françoise, afin de le prévenir que sa bien-aimée est partie en vacances en Vendée. Puis elle prépare le repas pour l'anniversaire de son fils, qui fêtait ses 15 ans le soir même, avec une dizaine d'invités à la maison. Elle prend la route pour aller chercher sa mère et elle en profite pour lui emprunter des outils. Elle récupère donc un hachoir et le grand couteau de chasse de son père, qui lui servait à l'époque à couper la viande. De retour chez elle, l'anniversaire se déroule sans encombre. Tout est réussi, même si son fils est déçu qu'elle ait oublié de lui acheter un cadeau. Durant la soirée, elle ne laisse rien paraître, mais elle dira quelque chose d'assez étrange. Je me suis foutue dans une drôle de galère. La fête se termine, tout le monde rentre chez soi, les enfants vont se coucher et le cadavre de Françoise, lui, dort toujours sur le balcon. Le lendemain, les enfants de Sylvie partent à l'école. Vu qu'elle ne travaille pas, puisqu'elle est en arrêt maladie depuis 6 mois, elle entreprend le dépeçage de Françoise à l'aide du couteau de chasse dès 7h30 du matin. Elle commence par la tête,
qu'elle met dans un seau afin de ne pas croiser le regard de sa victime, qui semble, selon ses dires, la narguer. Elle enfile sa blouse blanche, puis elle découpe le reste du corps sur le balcon. Au fur et à mesure qu'elle sépare les membres de Françoise, Sylvie les range dans des sacs poubelles jusqu'à ce qu'elle en soit à court. Faisant preuve d'un sang-froid, elle se rend au centre commercial pour en racheter et en profite pour faire des courses pour le repas du midi. De retour chez elle, elle finit de remplir les sacs. Il lui faudra à peine 2 heures pour achever son travail. Vers 11 heures, elle dépose les 2 premiers sacs sur le parking de l'hôpital, à seulement 10 minutes de chez elle. Pour le 3e sac, contenant le bassin et les cuisses, elle demande l'aide de son fils car ses problèmes de dos l'empêchent de porter des charges lourdes. Sans se douter de l'horreur qu'il transporte, son fils l'aide à tout descendre dans la voiture, sans poser de questions. Sylvie s'arrête ensuite près d'un hangar, dans un centre commercial, et y dépose le 3e sac. Et la tête dans cette histoire. Sylvie s'énerve. Pourtant calme et posée durant la totalité de son récit, dès que les inspecteurs évoquent la tête, elle rentre dans une colère noire. Elle raconte qu'elle l'a gardée dans le seau, sur son balcon. Et tous les soirs, pendant 3 jours, elle l'a détruit à coups de marteau. Elle a essayé d'éliminer tout ce qu'elle pouvait pour la rendre méconnaissable, pour en faire de la bouillie, mais la tête résiste. C'est plus difficile qu'elle ne le pensait. Elle arrive seulement à retirer les parties molles qu'elle jette dans les toilettes, ainsi que les dents qu'elle a arrachées. Mais le crâne, elle n'arrive pas à le détruire. Alors le 2e soir, elle décide de le mettre dans un plat allant au four, de le faire cuire à 350 degrés pendant la nuit, quand tout le monde dort. Elle dit aux enquêteurs: « J'ai dormi de plomb. » Sylvie termine ses aveux en disant s'être débarrassée du reste du crâne le vendredi, 5 jours après le crime. Elle devait conduire son fils chez son père, elle en a donc profité pour s'arrêter sur le chemin, le long de la rivière qui traverse Chinon. C'est à cet endroit qu'elle a jeté les morceaux devant son fils. Quand il lui a demandé ce qu'elle faisait, Sylvie a répondu qu'elle jetait des détritus qui sentaient mauvais. Les enquêteurs sont sous le choc. Ils n'en reviennent pas. Ils ont même du mal à croire à ce récit barbare. Ils se rendent alors à l'endroit décrit par Sylvie dans l'espoir de retrouver la tête. Et par chance, il y avait un banc de sable là où la tête avait été jetée. Le courant ne passait pas entièrement, de sorte que les pompiers ont pu retrouver tous les os dans un périmètre de recherche très restreint. Le crâne a donc pu être pratiquement reconstitué. L'expertise réalisée sur la tête de Françoise a confirmé le monstrueux récit de Sylvie. Au lendemain de ses aveux, le mardi 21 décembre, 8 jours après le crime, Sylvie Reviriego est inculpée de meurtre avec préméditation et est écrouée à la maison d'arrêt d'Orléans. Quel est le mobile? Pourquoi a-t-elle tué de sang-froid son amie? Sylvie le répète, Françoise l'exaspérait. Mais qu'avait donc pu bien faire Françoise pour susciter une telle haine de la part de Sylvie? Les enquêteurs vont alors se plonger dans la vie de la dépeceuse afin de comprendre les raisons de son geste. Originaire d'Orbigny, à 50 km de Tours, Sylvie est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Elle grandit au sein d'une famille unie et plutôt heureuse. Malheureusement, Sylvie a été victime d'une poliomyélite à l'âge de 18 mois. C'est une maladie causée par le poliovirus. Très contagieuse, elle se transmet d'une personne à une autre et elle envahit le système nerveux, ce qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Sylvie a guéri de cette maladie, mais il lui en est resté des séquelles au niveau de la jambe. Contrainte de porter des chaussures orthopédiques à tige montante, elle a subi des moqueries à l'école où elle était surnommée Patte de bois, un surnom qui est resté gravé à tout jamais dans sa tête et qui fera partie de ses nombreuses blessures morales. Arrivée à l'âge adulte, Sylvie n'a gardé de sa polio qu'une légère claudication. Elle a arrêté ses études à 15 ans car elle voulait rentrer dans la vie active. Elle débute donc dans un atelier de couture comme piqueuse. Douée et très travailleuse, elle y fera carrière. Le week-end, elle sort et fait la rencontre de Françoise Gendron. Toutes les deux sont nées en Touraine, elles n'ont qu'1 an d'écart et elles s'entendent rapidement bien. Elles se retrouvent donc au bal tous les week-ends et font la fête. À cette époque, Sylvie a un léger handicap, tandis que Françoise, elle, est une femme très libérée. Les aléas de la vie font que les 2 amies vont se perdre de vue. Françoise part vivre à Tours, tandis que Sylvie se marie et met au monde 2 enfants. Sa vie était rangée et correspondait parfaitement à son tempérament, car Sylvie était réservée et assez pudique. Elle vit donc une vie ordinaire à Chinon, mais tout bascule au début des années 80. L'usine de couture, où elle avait brillamment commencé sa carrière, dépose son bilan. Sans travail, Sylvie accepte un poste de nuit en tant qu'agent de service à l'hôpital de Saint-Benoît-la-Forêt. Les métiers hospitaliers l'intéressent, alors elle se lance dans une formation d'aide-soignante. Studieuse, elle obtient son diplôme en 1987. Tout semble lui sourire, mais l'année suivante, elle découvre l'infidélité de son mari. Ne supportant pas cette trahison, elle demande le divorce et part s'installer à Tours avec ses enfants.
C'est à cette période-là que Sylvie retrouve Françoise, et elle découvre que son amie a mené une vie bien différente de la sienne. Françoise est une femme libre, qui vit de petits boulots, elle n'a jamais été mariée, mais elle a eu un fils. C'est une fêtarde qui a l'habitude de sortir en boîte, elle profite et croque la vie à pleines dents. Elle connaît du monde, surtout des hommes qui l'invitent au restaurant et lui offrent des verres. Bref, une vie de liberté que semble envier Sylvie Revirigo. Quand les deux femmes se retrouvent, c'est comme si elles ne s'étaient jamais quittées. Françoise entraîne sa copine partout où elle va et Sylvie quitte petit à petit sa vie bien rangée pour le désordre du monde de la nuit. Rapidement, une rivalité s'installe entre les deux amies car Françoise, qui connaît mieux ce milieu, a davantage de succès auprès des hommes. Se noue alors entre les deux une relation fusionnelle et exclusive où les hommes sont à la fois un enjeu et un sujet de discorde. Sylvie devient jalouse de son amie, qu'elle estime plus heureuse et épanouie. Les deux femmes se voient jour et nuit et Sylvie commence à détester Françoise autant qu'elle l'aime. Elle la trouve vulgaire, chiante, collante, mais elle ne peut plus se passer d'elle. Elle n'arrive pas à s'imposer face à Françoise, qui a une capacité de décision supérieure aux siennes. Elle lui reproche aussi de lui emprunter de l'argent sans la rembourser et de vendre des vêtements qu'elle confectionne sans partager les gains. Mais Sylvie est incapable de dire non, incapable de lui réclamer son dû. Elle a le sentiment de se faire avoir. Elle n'en peut plus du comportement de son amie. Elle l'exaspère, au point de lui donner des envies de meurtre. Françoise représentait donc ce que Sylvie n'était pas et ce qu'elle aurait sans doute voulu être. Jalousie, colère, le mobile du crime reste flou et bien mince. Et le meurtre est si atroce et si inhumain que les enquêteurs se demandent si Sylvie Revirigo n'est pas folle. Sylvie Revirigo renouvelle ses aveux sans difficulté devant le juge d'instruction. À nouveau, son récit est froid, sans émotion, sauf quand elle évoque comment elle a détruit la tête. Elle avoue être l'auteur du crime, mais elle ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Pour elle, ce n'est pas normal. Pourrait-elle avoir soudain perdu le contrôle? Était-elle consciente de la violence de la folie de son crime? A-t-elle été victime de ses pulsions? Depuis sa cellule, Sylvie reçoit donc la visite de 2 psychiatres qui ont pour mission de déterminer si elle est folle ou non. Le but est de savoir si elle peut être reconnue pénalement responsable des actes qui lui sont reprochés, et donc être jugée devant la cour d'assises. Sylvie va donc raconter son crime pour la 3e fois, en détail, dans la chronologie, et sans rien oublier. Les psychiatres qui s'attendaient à trouver une malade mentale sont surpris de découvrir une femme totalement lucide, cohérente dans son discours, et pouvant détailler absolument tous les faits. Pour eux, il ne fait aucun doute qu'elle apparaît comme quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle dit, déterminée, avec un raisonnement qui ne pose pas de questions. Ils lui font donc alors passer un encéphalogramme. C'est un examen qui permet de mesurer et d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, puis un scanner. Mais tout est normal. Ils étudient son dossier médical. En 1983, elle avait fait une tentative de suicide suite à une mésentente conjugale. Elle avait donc pris des médicaments avec de l'alcool. Elle avait dû suivre une psychothérapie et le rapport de son psychologue est sans appel. Elle ne s'est jamais sentie heureuse et elle est jalouse des autres. Il découvre également qu'un médecin lui a prescrit un curieux mélange de médicaments afin de maigrir. Sylvie les prenait depuis 6 mois et elle avait déjà perdu 12 kilos. Aurait-elle pu perdre la tête à cause de ce traitement? Les toxicologues et pharmacologues s'accordent pour dire que l'ensemble des médicaments prescrits par son médecin présentent un véritable danger sur le plan cardiaque. Des célébrités en seraient même décédées. Les experts expliquent que ces médicaments peuvent entraîner des troubles psychiques, c'est-à-dire des délires, de perte de contact avec la réalité, mais uniquement chez les personnes déjà atteintes, ce qui ne semble pas être le cas de Sylvie. Ils peuvent également provoquer des troubles du sommeil et de la mémoire, mais uniquement sur des événements qui se sont produits avant la prise des médicaments. D'ailleurs, pour avoir mis en danger la vie de sa patiente, le docteur sera interdit d'exercer pendant 3 mois seulement par l'ordre des médecins. Les psychiatres étudient ensuite les circonstances du crime. Pour eux, le dépeçage est surtout utile pour faire disparaître le corps. En revanche, l'acharnement post-mortem sur la tête reste un fait exceptionnel, du jamais vu. Les psychiatres décident donc de la revoir 15 jours après leur première entrevue afin de peaufiner leur expertise. Mais stupeur, Sylvie dit n'avoir aucun souvenir du crime, ni de l'interpellation, ni de ses aveux. Elle a tout oublié, même ses entretiens avec les médecins. Pire, elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Serait-ce une simulation conseillée par son avocate comme moyen de défense?
Les psychiatres la questionnent davantage. Elle se souvient d'avoir fêté l'anniversaire de son fils et d'avoir jeté un sac dans l'eau, mais rien de plus. Les experts doutent de l'authenticité de son amnésie. Pour eux, c'est le fruit du travail de sa conscience et de son inconscient qui se sont liés pour mettre ce souvenir au fin fond de sa tête. Elle a simplement choisi la solution de l'amnésie plutôt que celle de la culpabilité. Les psychiatres ne croient donc pas que les médicaments soient à l'origine du crime, ni de sa perte de mémoire. Sylvie n'a jamais présenté de psychose durant son traitement et elle s'est très bien rappelé des faits dans les jours qui ont suivi son arrestation. À l'issue de leur expertise, les psychiatres estiment que Sylvie Reviriego est une personnalité de type hystéro-perverse, mais qui ne souffre pas de pathologie mentale. En conséquence, elle n'est pas folle et peut donc être jugée devant la cour. Le juge d'instruction, surpris par ce verdict, demandera à ce que 2 autres psychiatres l'examinent. Leur rapport est sans appel, Sylvie Reviriego n'est pas folle. Le procès se déroule donc à la cour d'assises de Tours le 24 juin 1991. 2 ans et demi après le meurtre de François Gendron. L'événement, qui doit durer 4 jours, fait sensation et déplace les foules. Tout le monde veut voir celle que l'on surnomme la dépeceuse de Tours. C'est une affaire inédite. Une femme qui dément une autre femme, c'est du jamais vu. Le procès est sans réel enjeu puisque Sylvie a avoué le meurtre, même si elle dit ne pas s'en souvenir. Les débats vont donc principalement porter sur les motivations de l'accusée. Pourquoi Sylvie a-t-elle tué son amie ? L'avocate de l'accusé, maître Catherine Lison-Croze, plaide la psychose médicamenteuse, tandis que l'accusation affirme que le crime était un acte prémédité et réfléchi. Quand Sylvie Reviriego entre dans la salle d'audience, elle est étonnamment calme. Elle garde la tête baissée et ne lève jamais les yeux. Soutenue par sa famille, assise au premier rang, la mère de l'accusé dira « pour moi, ça peut pas être ma fille qui a fait une chose pareille. Je ne comprends pas. Et je veux qu'on m'explique pourquoi ça s'est passé. Je veux qu'on m'explique pourquoi quelqu'un de sensé, de gentil, a pu basculer dans une horreur pareille. Je veux qu'on la soigne. » Sur le banc de la partie civile, le fils de Françoise. Il n'a jamais eu de père, n'a pas connu ses grands-parents morts avant sa naissance, il n'a ni frère, ni sœur, il n'avait que sa mère. Il veut des réponses, mais Sylvie se mure dans le silence. Elle n'expliquera jamais son geste, car elle le répète, elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Elle n'avait rien contre Françoise. À la lecture de l'acte d'accusation, elle semble entendre pour la première fois le récit de ses aveux. Lorsque le président l'interroge, elle répond « Je m'en souviens pas, mais si vous dites que je l'ai dit, c'est que ça doit s'être passé comme ça. » L'avocate de la défense ne pousse pas sa cliente à s'exprimer. C'est dommage, car la justice veut des réponses. Les toxicologues témoignent en premier. À la barre, ils répètent ce qu'ils ont dit dans leur rapport. Oui, dans des cas extrêmes, un cocktail médicamenteux peut créer des troubles psychiques, mais rien n'indique que Madame Reviriego faisait partie de ces cas. C'est au tour des 4 experts psychiatres de s'exprimer à la barre. Madame Reviriego est très lucide et n'a jamais souffert de psychose médicamenteuse. La défense tente bien que mal de décrédibiliser les experts, mais elle manque d'arguments. Et surtout, elle n'a aucun expert à ses côtés pour contrecarrer des rapports d'expertise qui tiennent sacrément bien la route. L'avocate dira un peu plus tard dans une interview qu'elle n'a pas pu faire venir à la barre des experts car ceux qu'elle avait conviés n'ont pas eu le droit de communiquer avec l'accusé. Ils ne pouvaient donc pas faire de rapport. Et sans rapport, aucun d'eux ne voulait venir à la barre. L'avocate demande donc à la cour que soit lue la condamnation du médecin qui a prescrit le cocktail dangereux, mais la demande est rejetée. D'ailleurs, le médecin parti à l'étranger n'a jamais été entendu dans cette histoire. L'accusation enfonce le clou en évoquant la préméditation. Même si Sylvie aurait commis son acte dans un état déséquilibré psychique, il y a des éléments de préméditation. Elle a drogué la victime et elle a volé le scalpel à l'hôpital. Pour la défense, cette préméditation fait partie du délire dans lequel se trouvait l'accusée. Car la veille du meurtre, elle aurait expliqué à une personne de son entourage ce qu'elle comptait faire à Françoise. Cela prouve qu'elle ne réfléchissait pas correctement et qu'elle était atteinte psychiquement. L'avocate de Sylvie Reviriego va tout faire pour redorer l'image de sa cliente, en faisant témoigner à la barre la famille, les amis et les collègues de travail qui vont tous décrire une Sylvie gentille, serviable et qui s'applique dans les soins donnés aux malades. La mère de Sylvie dira à la barre que sa fille avait changé depuis qu'elle prenait les médicaments, elle était devenue agressive envers elle et ses enfants. Les débats se terminent, aucune explication n'a été donnée sur le geste de Sylvie. L'avocat général fait donc part de son réquisitoire, il demande la perpétuité. La défense, quant à elle, requiert de faire appliquer l'article 64 du Code pénal qui permet de reconnaître que l'accusé n'est pas responsable pénalement. Pour eux, elle est toujours malade et elle doit se soigner en hôpital psychiatrique.
Après délibération, le verdict tombe. Sylvie Reveriego est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est le choc pour la famille de la coupable qui ne pensait pas que le verdict serait aussi dur. L'avocate est bouleversée. Elle vient de perdre un dossier qui lui tenait à cœur et pour lequel elle s'était investie. Quant à Sylvie, elle ne réagit pas et quitte le tribunal sans un mot ni un regard. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais l'avocate de Sylvie n'a pas dit son dernier mot. En 1991, il est impossible de faire appel d'un verdict d'une cour d'assises. La condamnation de Sylvie Reveriego est donc définitive. Elle purge sa peine dans le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et pendant 10 ans, elle va tout faire pour obtenir un second procès. Elle saisit dans un premier temps la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, afin qu'elle invalide le jugement. Mais pour ce faire, il faut prouver qu'il y a eu une violation de la loi ou un vice de procédure. Sans surprise, la Cour considère que la procédure a été respectée, le pourvoi est alors rejeté. L'avocat, qui prend cette affaire vraiment à cœur, poursuit son combat en sortant un livre afin de dénoncer l'injustice qu'a subie sa cliente. Elle ne s'arrête pas là puisqu'elle saisit la Cour européenne des droits de l'homme devant laquelle elle espère poursuivre l'État français car elle estime que Sylvie n'a pas eu un procès équitable. Malheureusement, le recours est rejeté. Elle décide donc de porter plainte contre le généraliste qui a prescrit les médicaments. Le but est de faire reconnaître la culpabilité du médecin et faire admettre que la responsabilité du crime est partagée. Mais la justice abandonne les poursuites, faute de charges suffisantes. Il reste alors une dernière solution, le recours en révision. L'avocate apporte un nouvel élément, un rapport d'expertise disant que Sylvie Reveriego est atteinte d'une thyrotoxicose grave qui aurait été la cause de son état d'agressivité et aurait provoqué le passage à l'acte. Ce rapport n'a cependant pas pu déboucher sur la révision du procès, car selon la justice, la question des conséquences de la prise des médicaments a déjà été abordée durant le procès de 1991. Après toutes ces tentatives vaines, le combat pour obtenir un second procès s'arrête là. En prison, Sylvie est considérée comme la maman des détenus. Elle confectionne même des vêtements pour les surveillantes et les autres prisonnières. Libérable à la fin de l'année 2003, toutes ses demandes ont été rejetées. Ce n'est finalement qu'en 2009 qu'elle disposera d'une liberté conditionnelle, soumise à des contrôles judiciaires réguliers et à un suivi psychiatrique. Désormais libre, Sylvie Reveriego s'est installée loin de Tours, dans une ville où elle a pu se reconstruire. Elle dispose du droit à l'oubli, elle a donc un nouveau nom. Elle occupe des petits postes de secrétariat et mène une vie tout à fait normale. Les motivations de l'assassinat de François Gendron restent toujours mystérieuses. La jalousie serait le principal mobile. Le fils de la victime dit dans une interview « Elle était jalouse de la façon dont on vivait avec rien qu'avec de l'amour ». Mais les criminologues ont soulevé une autre question durant le procès. D'après eux, il y a sans doute un aspect sexuel dans le dépeçage. Peut-être que Sylvie n'était pas folle, mais tout simplement amoureuse de son ami. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Pour vous, Sylvie était-elle folle ou bien totalement lucide de son crime? Je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle scène d'horreur.